Soyez bienvenus, c'est International sur TV5 Monde, RFI, émission que nous réalisons avec notre collègue Le Monde. Nous allons parler d'international, et quel international avec cette question, le conflit, le vieux conflit israélo-palestinien, est-il entré dans une nouvelle phase cette semaine? S'il fallait le formuler autrement, posons-nous la question, est-ce que le processus de paix peut se trouver relancé alors qu'on le pensait en calme plat? Plusieurs événements qui vont faire peut-être bouger les lignes. Tout d'abord, c'est Donald Trump qui reçoit Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Il le reçoit donc à la Maison-Blanche, à Washington. Et puis, autre événement important, c'est le Hamas qui se dote d'un nouveau chef et qui, surtout, parle d'une reconnaissance, d'accepter un État palestinien dans les frontières de 1967, autant dire une forme de reconnaissance de la présence d'Israël. Nous allons parler de tout cela avec notre invité aujourd'hui sur le plateau de TV5, Salman El-Herfi. Vous êtes ambassadeur, je vais bien préciser votre titre, vous êtes ambassadeur, chef de la mission de Palestine en France, puisqu'en effet, au plan international, l'État de Palestine n'est pas reconnu, mais vous avez rang d'ambassadeur. Merci de nous aider à y voir plus clair, en répondant notamment aux questions de Sophie Malibaud, de RFI, et de Christophe Hayat, du quotidien Le Monde. Nous allons commencer avec cette image, qui, il y a quelques jours, c'est celle de Donald Trump, qui reçoit à la Maison-Blanche le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ici, première visite donc du chef de l'autorité à la Maison-Blanche. Et un ton peut-être nouveau, puisque Donald Trump va... vous voyez, il a plus de chance que la chancelière allemande, parce que lui, il serre la main. Est-ce que c'est un ton nouveau? Est-ce que cette visite marque en quelque sorte une implication personnelle de Trump dans ce processus de paix? Tout d'abord, permettez-moi de dire que l'État de Palestine était déclaré en 1988 Tout à fait. Et à Alger et reconnu par 138 pays. Il n'est pas reconnu par certains pays, mais nous espérons que tout le monde va reconnaître l'État de Palestine bientôt, et surtout en particulier la France. Qui joue un grand rôle dans le conflit du Moyen-Orient. Voilà oui, pour le décryptage de votre titre. Est-ce que c'est une nouvelle donne avec cette implication, je n'ose pas dire revirement, de Trump, qui n'était plus très sûr de vouloir deux États? Qu'est-ce qui s'est passé mercredi dernier? Sans nul doute, c'est une visite très importante pour nous. Tout d'abord parce que c'est la première visite qui, depuis longtemps, à la Maison-Blanche. Et en plus, c'est l'importance de cette visite-là que la présidence américaine, qui c'est la première fois de la première période de président, qui le premier centaine de jours qui prend le problème du Moyen-Orient tout de suite et essaye de trouver un moyen de relancer les négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Et ça, c'est très, très important. Mais Trump avait plutôt montré des signes de proximité avec Israël. On se souvient envisager le transfert de l'ambassade depuis Tel Aviv à Jérusalem. La solution à deux États, il n'était pas trop sûr. C'est un revirement. Vous savez où il va. Il y a une confiance, il y a un espoir en Trump. Sans nul doute que la politique de M. Trump c'est différente que celle du président Obama ou bien des autres chefs d'État américains. Mais on a discuté longuement ces sujets-là. Il est en train de formuler une nouvelle point de vue sur le Moyen-Orient. Ils sont en train de formuler une nouvelle politique envers qui n'est pas prête jusqu'à maintenant. Et nous espérons qu'on va arriver à une solution très bientôt. Oui, justement, en parlant de solution, monsieur l'ambassadeur, Trump, le président américain Donald Trump a évité de citer cette solution à deux États durant cette visite de Mahmoud Abbas à Washington. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Non, c'est très important parce que ce n'est pas les slogans des élections qui sont
sur la table, comme il a écouté le point de vue palestinien. Et ça, c'est l'objectif principal de la visite, c'est d'exposer le point de vue palestinien, comme il a eu le point de vue israélien, comme il a eu le point de vue arabe à travers les visites du prince saoudien Mohammed bin Salman, aussi bien que le président, le roi Abdallah de Jordanie, aussi bien le président Sisi, qui sont rendus aux États-Unis, qu'il a entendu le point de vue arabe, le même point de vue de 4 dirigeants qui sont rendus à la Maison-Blanche. Et vous n'êtes pas inquiet par le fait qu'il n'ait pas prononcé cette formule d'une solution à 2 États? Nous espérons qu'il va relancer le processus de la paix, établir un paix juste et durable qui contient l'établissement d'un État palestinien et dans les frontières du 4 juin 1967. On va en parler. Monsieur l'ambassadeur, Christophe, Donald Trump, justement, va se rendre en visite à Jérusalem à la fin du mois de mai, dans le cadre d'une tournée régionale et en Europe aussi. Est-ce que vous regrettez qu'il n'aille pas à Ramallah, c'est-à-dire il n'ira qu'à Jérusalem seulement? Non, selon les États-Unis, selon l'administration américaine, ils ont déclaré qu'il va se rendre dans la Cisjordanie auprès de l'État de Palestine. Il va visiter le président Abbas à Ramallah. Ça, c'est ce qu'ont déclaré les dirigeants américains. Est-ce que les Palestiniens, aujourd'hui, se sentent soutenus par les États arabes? On a l'impression que les États arabes regardent ailleurs. C'est un conflit à bas bruit qui n'évolue pas depuis des décennies. Est-ce que vous sentez une solidarité? Vous savez qu'il y a le sommet arabe qui s'est tenu à Amman récemment. Il a déclaré le support complet et plein support à la cause palestinienne. Et le roi Abdallah, qui est le président du sommet, qui est rendu aux États-Unis, qu'il a exprimé le soutien total à la position palestinienne et à la position de la Ligue arabe auprès de... Il y a un communiqué, mais on ne sent pas une implication. Non, mais il y a une implication qu'ils ont dans son discussion avec l'administration américaine. Ils ont parlé de tout le contenu des déclarations du sommet arabe. Monsieur l'ambassadeur Salman El-Herfi, la question c'est aussi de savoir les rapports de Mahmoud Abbas avec Vladimir Poutine, parce qu'il va retourner, avant même que Trump vienne dans la région, Mahmoud Abbas va se présenter à Moscou jeudi prochain. Avec quelle mission, à votre avis? Vous savez, c'est une campagne diplomatique et que c'est un travail énorme. Le président Abbas, il a le 11, que sera reçu par le président Poutine. Et nous bénéficions de très bons rapports avec la Fédération de la Russie, aussi bien entre monsieur Abbas, le président Abbas et le président Poutine. Et aussi bien qu'il va se rendre en Inde. On n'est pas coupé du monde. Notre ministre des Affaires étrangères, il était en Chine. On a toute une campagne diplomatique à travers le monde pour expliquer et défendre la cause palestinienne. Est-ce qu'en Russie, Mahmoud Abbas va demander, encore une fois, à Vladimir Poutine de peser auprès de Donald Trump pour que Jérusalem, éviter que l'ambassade américaine ne déménage de Tel Aviv à Jérusalem? Nous, on a discuté longuement avec l'administration américaine et on a vu on a expliqué que ça met en danger le processus de la paix. Et je crois qu'il y a une compréhension de la part de l'administration américaine et qu'ils ont ajourné cette décision et jusqu'à maintenant On parlait de la visite du président Abbas à Moscou. La Russie, c'est un allié traditionnel des Palestiniens. Et depuis quelques mois, années, on voit quand même un rapprochement très fort avec Israël. Est-ce que vous avez l'impression que la Russie reste l'allié des Palestiniens ou est aujourd'hui un peu comme les États-Unis entre les deux, enfin voire plutôt côté israélien maintenant? Parce que Benjamin Netanyahou, lui, s'est rendu à peu près 5 à 6 fois sur les 2-3 dernières années à Moscou. Dire allié, c'est un peu beaucoup, mais c'est un ami à la cause palestinienne et au peuple palestinien. Et nous bénéficions des relations
très bien avec la Russie. Et je ne crois pas que la Russie, ses rapprochements avec Israël, c'est pour bénéficier M. Netanyahou ou bien son gouvernement, plus que de jouer un rôle positif dans cherchant la solution du conflit. Monsieur l'ambassadeur, je vais revenir un peu en arrière. Au mois de décembre, il y a une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU contre la colonisation qui dit si la colonisation se poursuit, les deux États, ce n'est plus possible. Est-ce que ça reste possible, la solution des deux États, aujourd'hui? Quand on regarde une carte, on a l'impression qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir un État palestinien continu. Vous savez, la résolution de 2334 du Conseil de sécurité est très claire et très nette dans son contenu. La résolution, oui, mais oui. La réalité sur le terrain... La réalité, c'est l'entêtement du gouvernement israélien qui met en cause la solution de deux États, et c'est l'objectif du gouvernement de l'extrême droite de M. Netanyahou qui met en cause la solution de deux États. Alors, il n'accepte pas les deux États, il n'accepte pas le seul État avec les droits égaux, ils veulent un État d'apartheid. Est-ce que le monde entier accepte un nouveau régime d'apartheid au XXe siècle? Je ne crois pas que personne n'accepte ça. C'est à cause de ça que la résolution a demandé de mettre fin à la colonisation israélienne. En attendant, le gouvernement israélien poursuit ses projets, annonce des constructions de logements et voire même des créations de nouvelles colonies, ce qui est sans précédent. Selon la politique israélienne, c'était le surenchère. C'est une politique de colonisation, mais ils vont être obligés dans l'avenir de réviser cette politique-là. C'est-à-dire démantèlement des colonies. C'est le Conseil de sécurité, il y a la politique la solidarité internationale qui va les obliger, aussi la pression internationale. Si le monde entier il accepte d'avoir un État d'apartheid, ça c'est autre chose. Et vous comptez même sur le président américain Donald Trump pour aider à ce qu'il y ait une limite à ce développement? Nous espérons. Mais lorsqu'on vous entend, monsieur l'ambassadeur, et effectivement c'est un langage diplomatique par définition, vous êtes ami avec tout le monde, soutenu par l'ensemble des États arabes, vous êtes soutenu par Poutine, les États-Unis vous comprennent, mais rien ne se passe. Les colonisations se poursuivent, comme s'il y avait une impuissance à peser sur le cours des choses. On ne peut pas dire que rien ne se passe. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, elle a obligé le gouvernement israélien de réfléchir 3 fois avant de prendre une décision de colonisation. D'abord, ils ont déclaré qu'ils ont frisé. Ils ne vont pas vous voulez dire geler. Construire, geler. Certaines nouvelles colonisations. Ils ont abaissé leurs aspirations dans le domaine de colonisation. Et en plus, la cause palestinienne est devenue sur l'agenda international, soit de l'agenda de l'administration américaine. Et ça, c'est pour la première fois qu'un chef d'État qui prend cette décision, qui commence avec son premier mandat de parler de la cause palestinienne. Et en plus, il y a la Russie, la France, le Conseil de sécurité qui a débattu c'est pas tout à fait la première fois qu'une administration américaine essaye de s'emparer dès le premier mandat. Barack Obama avait demandé l'arrêt de la colonisation dès son premier mandat. Ça a duré 3 ans, il s'est cassé les dents. Même Bush voulait une solution à deux États. Mais si on revient à l'administration Trump, il semble que c'est Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui est chargé de ce dossier. Est-ce qu'il a rencontré des dirigeants palestiniens? Bien sûr, il y a plusieurs fois qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre à Ramallah, aussi bien des rencontres à Washington, aussi bien qu'une rencontre dans le sein du sommet arabe à Amman. Il y a plusieurs rencontres. Depuis l'arrivée de M. Trump, et même avant qu'il soit à l'office, on a des contacts avec son équipe. Est-ce qu'il y a, de la part de l'administration américaine, il n'y a pas peut-être aussi une tentation de miser sur un axe un peu anti-iranien
en se rapprochant, donc en allant à Riyad tout d'abord, et puis est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité, cet ennemi commun finalement aux Américains, l'Iran, et sa montée en puissance sur le terrain syrien? Ça, c'était une question que vous posez à l'administration américaine. Et je crois que c'est eux qui sont beaucoup plus placés que moi que de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, l'élection de Donald Trump? Est-ce qu'avec Mme Clinton, vous auriez eu une écoute plus attentive, vous pensez? Vous savez, avec Clinton, on a travaillé 2 mandats avec M. Obama, et avant ça avec M. Clinton, le président. Et malheureusement, il y a beaucoup d'avancements, il y a beaucoup d'échecs. Les États-Unis, c'est un État très important. Il joue un grand rôle sur la chaîne internationale, aussi bien que sur la chaîne du Moyen-Orient. On travaille avec toutes les administrations américaines, ça fait depuis M. Reagan jusqu'à M. Carter ou bien Nixon, jusqu'à maintenant, ça fait presque 50 ans. Mais rien n'avance. Mahmoud Abbas, par exemple, est très impopulaire parmi les Palestiniens. C'est votre point de vue. Votre point de vue, vous ne le pensez pas. Je le respecte. Disons que Mahmoud Abbas a plusieurs fois menacé de démissionner en disant « ce n'est pas la peine de continuer un processus de paix, 2 États, etc., alors que je suis occupé en permanence ». On a l'impression d'une sorte de répétition terrible dans ce conflit, où à chaque nouvelle administration, on dit on y croit, et puis à la fin, on dit de toute façon, les Américains ne peuvent rien, ne veulent rien. Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à d'autres paramètres, une autre manière d'agir pour obtenir un État, et de toujours attendre que les États-Unis viennent régler ce problème qui manifestement n'est pas essentiel pour eux, ou du moins qui n'ont pas les capacités de régler? Non, oui, exactement. C'est parce que c'est une nouvelle point de vue qui est en train de se formuler. Les États-Unis, depuis des décennies, il n'a jamais regardé le conflit palestinien de trouver une solution, plus qu'ils ont toujours pensé comment aménager le conflit. Mais M. Clinton a invité... Oui, mais il n'y avait pas une intention de résoudre le problème. Il y a une intention de ménager le problème, d'aménager le problème, administrativement... Non, mais on est allé jusqu'à publier, excuse-moi, les paramètres Clinton qui donnent un tracé même de Jérusalem, capitale des 2 États. L'administration Bush-père avait fait pression sur le gouvernement israélien. L'administration Bush-fils a convoqué tout le monde et on est allé très loin dans l'établissement de documents sur quelles colonies on peut échanger contre des terres, etc., etc. Mais finalement, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu d'engagement. Il y a eu. Mais on a l'impression que ça ne débouche jamais. Oui, mais ça, c'est à cause de la politique israélienne. C'est à cause de l'intransigeance israélienne. C'est à cause de l'extrémisme israélien. C'est à cause du gouvernement d'extrême droite israélienne. Le gouvernement de M. Netanyahu, c'est un gouvernement du colon. C'est à cause de ça que le monde entier est demandé de mettre fin à cette politique de gouvernement israélien et de la ramener à la raison, d'appliquer les accords qui sont signés avec l'OLP et avec la Palestine, aussi bien son engagement envers l'international. Oui. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la nouveauté ne viendrait pas aussi du rapport qui pourrait s'établir maintenant entre le Hamas et l'autorité palestinienne, sachant que ça bouge du côté du Hamas? Est-ce que c'est pas de ce côté-là qu'il pourrait y avoir... Non, c'est une bonne signe que Hamas, on va y venir dans finalement qu'il a accepté de changer son charte. C'est vrai, c'est très tard, mais c'est mieux que rien. Mais c'est pas ça, le désaccord profond entre ces 2 mouvements, c'est pas ça aussi la source de l'impasse? Il y a un avancement dans la pensée politique de Hamas, et ça, c'est grâce de travail, de patience de la direction de l'OLP et de M. le Président Abbas, qu'il a fait changer ce mouvement qui est très radical, qui est devenu maintenant prendre la réalité internationale en raison.
Monsieur l'ambassadeur, nous allons revenir justement sur cette nouvelle donne du Hamas que l'on évoquait à l'instant. On vous interrogera sur une réconciliation peut-être de la famille palestinienne. Avant cela, sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, nous faisons une pause. Nous retrouvons dans exactement 2 minutes. Retour à international, nous recevons aujourd'hui Salman El-Herfi, ambassadeur, chef de la mission de Palestine en France. Nous avons évoqué l'actualité, cette visite de Mahmoud Abbas à Washington, à la Maison-Blanche. Avant, je reviens dans cette autre actualité. Vous avez entendu sur RFI cette information. Mais donc, élection présidentielle aujourd'hui en France. Toutes les rédactions sont mobilisées, bien sûr, pour vous faire vivre ce soir en direct les résultats de l'élection. Sachez que la participation, c'est la seule information que nous sommes autorisés à vous donner. La participation atteint 28,23% en France à 12 heures. C'est un chiffre qui est très proche de celui de la semaine dernière, qui montrerait qu'il n'y a pas plus d'abstentionnistes. Mais naturellement, tout au long de la journée, sur les antennes de RFI, du Monde et de TV5, vous allez pouvoir suivre heure par heure cette élection jusqu'à la proclamation du vainqueur. Revenons donc, si vous voulez bien, Salman El-Herfi, ambassadeur chef de la mission de Palestine en France, à l'autre, on pourrait dire, l'autre image, l'autre événement de la semaine. Nous allons parler du Hamas avec un changement de ton dans ce mouvement islamiste, qui est toujours considéré d'ailleurs comme terroriste par les États-Unis et même par l'Europe. Il y a un nouveau dirigeant, Ismaël Haniyeh, que l'on qualifie de pragmatique. On sait que la famille palestinienne a été divisée, a été déchirée. Le Hamas, donc, qui gérait la bande de Gaza et l'autorité palestinienne qui était amputée de ce pouvoir-là. Est-ce que ce à quoi on vient d'assister, c'est une nouvelle donne, une réconciliation et peut-être enfin une famille palestinienne qui va pouvoir à nouveau parler d'une seule voix? Nous espérons ça et nous avons travaillé depuis longtemps à la conciliation entre toutes les partis politiques palestiniennes pour consolider l'unité nationale palestinienne. Mais, monsieur l'ambassadeur, en matière de réconciliation, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup avancé, puisqu'il y a des élections municipales en Cisjordanie dans quelques jours, et que le Hamas a décidé de les boycotter. Non, le Hamas, il n'a pas boycotté seulement, mais il a empêché d'avoir les élections, parce qu'ils ne veulent pas des élections. Donc on ne votera pas donc on ne votera pas dans la bande de Gaza. Ils ne veulent pas des élections ni dans la Cisjordanie, ni dans la Gaza, mais nous, on est obligé de renouveler les élections, la légitimité de nos cités, nos villages, nos camps de réfugiés. C'est-à-dire qu'à Gaza, il n'y aura pas de légitimité. Mais c'est l'empêché par force de Hamas. Quelle est la prochaine étape que vous attendez dans une éventuelle réconciliation entre les deux mouvements? Quelles sont vos attentes après l'arrivée de Haniyeh? Hamas, il a prétendu qu'il attend de ces décisions de nouvelles directions. Et maintenant qu'ils ont établi leur direction, et toutes les institutions se replacent. Nous espérons qu'ils vont répondre aux propositions qui étaient proposées par le Qatar, que le Fatah et l'OLP tout entière, il a accepté. Et on attend la réponse formelle de Hamas à propos de ces propositions. Est-ce que c'est important que Ismaël Haniyeh vive lui-même à Gaza, sur un territoire palestinien, et plus à l'étranger, à Doha ou à Damas, comme c'était autrefois? Nous espérons qu'ils vont dans la même ligne que leur programme politique actuel, qu'ils ne vont pas prendre ça comme une façade et suivre une autre politique. Parce que M. Haniyeh, il va sortir de Gaza, il va aller s'installer à Qatar comme M. Khaled Mash'al. Monsieur l'ambassadeur, vous considérez qu'aujourd'hui, le Hamas reconnaît l'État d'Israël ou pas? Selon son programme, c'est implicitement, il reconnaît l'Israël quand il accepte un État dans les frontières de 1967. Je voudrais d'ailleurs, je voudrais que l'on regarde, pardon pour nos auditeurs d'RFI, mais que l'on voit sur TV5 Monde cette carte, donc que reconnaîtrait le Hamas. On voit donc, c'est une reconnaissance implicite. Je vous laisse poursuivre votre question. Mais alors, est-ce que dans ce cas, vous allez plaider auprès des Américains et des Européens pour que le Hamas soit retiré de la liste des organisations terroristes? Nous
espérons que le Hamas fait partie du mouvement national palestinien et qu'ils ont accepté de rentrer dans le système politique palestinien en 2006. Et ça, c'était avec l'accord des Américains, aussi bien avec les Israéliens. Non, mais quand ils gagnent les élections en 2006, ni le Fatah, ni les Européens, ni les Américains n'acceptent les résultats d'une certaine manière. Non, le Fatah, il a accepté le résultat, mais la Hamas, qui a fait son coup d'État, qui a été mis en cause cette étape dans la lutte du peuple palestinien, il a voulu de diriger seul. Et il a fait son coup d'État militaire et qui fait la cession de Gaza de la Cisjordanie. Le fait que le Hamas considère que le conflit avec Israël n'est pas religieux, mais purement politique, ça aussi, c'est une avancée? Oui, c'est très important. C'est très important. Vous savez que c'est un travail politique énorme qu'il a mené la direction de l'OLP vers Hamas pour qu'il développe son programme politique, qu'il prend en réalité et en considération la réalité politique palestinienne. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les deux branches de cette famille palestinienne se rencontrent publiquement, tiennent un point de presse, fassent une déclaration? Nous espérons qu'au bientôt il y aura un Conseil national palestinien qui, Hamas, elle rejoint le Conseil national palestinien et les institutions de l'OLP, qui est le seul représentant légitime du peuple palestinien, et d'accepter le programme politique de l'OLP comme on a accepté dans les accords de Caire ou bien à Doha ou bien plusieurs. Quelle est la valeur de ce document en fait qui est sorti, donc qui a été présenté juste avant l'arrivée de Ismail Haniyeh et qui donc parle d'une Palestine dans les frontières de 67? Quelle est la valeur de ce document par rapport à la charte de 88 qui, elle, n'est pas du tout sur... Non, mais c'est très, très important. C'était un avancée politique très important. C'est vrai que ça fait un retard énorme qu'il a causé à la cause palestinienne beaucoup de pertes, mais c'est une étape très importante dans l'avenir pour prendre en considération la réalité palestinienne dans la scène internationale, aussi bien régionale, et pour l'unité nationale palestinienne. D'abord, d'accepter le programme politique de l'OLP, c'est très important. Et dans le temps, c'était rejeté par Hamas. Et il ne parlait pas de l'État aux frontières de 1967, ni ne parlait pas de la politique nationale. Ça veut dire que pour eux que c'était une lutte religieuse et djihad, et on ne voit aucun mot de djihad dans ce programme. Mais la charte de 88 n'est pas abolie. Vous demandez l'abolition, vous avez comme besoin disait Arafat. Mais ça, c'était une étape très importante pour nous. Vous demandez ça, l'abolition de cette charte de 88? Nous sommes très contents de cette nouvelle politique de Hamas. Israël a déjà réagi en rappelant en disant que le Hamas était toujours un mouvement terroriste, que ça ne changeait rien. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Le Hamas et Israël, ils voient tous les Palestiniens qui sont terroristes. Dit, on n'a pas d'interlocuteur pour faire la paix. Non, mais il n'y a pas d'interlocuteur israélien. C'est vraiment. Nous avons notre Mandela et nous n'avons pas un déclare qu'israélien. Monsieur l'ambassadeur, c'est qui votre Mandela? C'est qui votre Mandela? C'est le président Abbas ou c'est monsieur Barghouti qui est en prison depuis 15 ans? Je crois que monsieur Abbas, le président Abbas, il a fait beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail pour la paix. Et depuis Oslo jusqu'à maintenant, c'était pas quelque chose de facile de maintenir le processus de la paix et l'option de deux États. Parce qu'en général, quand on dit il y a un Mandela palestinien, tout le monde pense à Marwan Barghouti, qui est en prison. Alors, on va regarder, on va revenir sur cette image d'archive. Avec tout le respect de monsieur... Qui dirige en ce moment une grève de la faim. Avec tout le respect de notre leader, Marwan Barghouti. On le voit ici lors de son procès. Oui. C'était il y a 15 ans. Et donc, depuis, il est en effet en prison. Il est condamné à 5 fois la perpétuité. Donc... Est-ce que vous pensez que, en fait, les dirigeants israéliens ne feront pas le cadeau de la paix à Mahmoud Abbas
parce qu'il considère que c'est un homme du passé et qu'il n'a rien à leur offrir et qu'il faut attendre une nouvelle génération. Je crois que ça, si on l'a entendu il y a longtemps de ce même point de vue, il l'a dit, M. Pérez. Où est-ce qu'il est, M. Pérez, maintenant? Monsieur Netanyahu, Monsieur Barak, Ehud Barak, Ehud Olmert, Livni, etc. Mahmoud Abbas est un homme de paix, comme il l'a dit Monsieur le Président Trump, et comme il a dit le pape. Sa sainteté, le pape, il a dit que Mahmoud Abbas est l'homme de paix. Mais on vient de voir cette image de Barghouti. C'est lui, pour vous, l'interlocuteur potentiel auprès des Israéliens? M. Barghouti, c'est un militant d'un mouvement. C'est un membre du comité central de Fatah. Ouais. Et il ne fait pas sa politique personnelle. Il fait la politique de son mouvement. Mais pour l'instant, il est en prison. Ce mouvement, il a choisi. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il peut sortir et être votre Mandela? Nous espérons et nous travaillons pour sa sortie. Il y a des contacts en coulisses? Il n'y a pas de contact de coulisses, c'est un contact pour tous les prisonniers qui doivent être relâchés parce qu'ils sont arrêtés arbitrairement. Ils sont 1500 en grève de la faim. Hein. Oui, ça fait 21 jours qu'ils sont en grève de faim. C'est pour améliorer leur situation dans les geôles israéliennes, qui est une situation inacceptable, soit sur le point de vue de santé, soit sur le point de vue de la torture morale quotidienne qu'ils font faire face, et même physique. Et il y a des 300 prisonniers politiques qui étaient morts dans les prisons israéliennes, et il y a des enfants qui sont 500 enfants qui sont moins de 14 ans qui sont en prison en Israël. Et ça, c'est inacceptable de priver les prisonniers de la visite de leur avocat ou bien de la visite de leur famille, et aussi bien de le contact avec le Croix-Rouge international. Monsieur l'ambassadeur, s'il y a des éléments qui bougent dans le mouvement Hamas, comme du côté du Fatah, est-ce que ce n'est pas aussi le contexte international? Par exemple, le fait que les frères musulmans aient été chassés d'Égypte, ça met une telle pression sur le Hamas. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui fait bouger les choses en ce moment? Non, c'est justement, on est très content que dans le document de Hamas, ils se distinguent entre eux et les frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est l'islam politique qui était encouragé par l'Occident. Dans l'espoir d'avoir un nouveau printemps arabe. Et qu'est-ce que le résultat? Le résultat, c'est la défaite de cette politique de l'islam politique. Et voilà qu'est-ce qu'on a vu en Irak, ou bien aussi bien en Syrie, ou en Égypte, ou bien en Tunisie, ou bien en Libye. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Est-ce que ça, c'est amené à une meilleure vie pour la population de la Tunisie, ou bien de la Libye, ou bien de la Syrie, ou bien de Yémen? Monsieur l'ambassadeur, vous êtes en train de dire que finalement, il valait mieux que les Tunisiens vivent sous Ben Ali et qu'il vaut mieux que les Syriens continuent à vivre sous Bachar el-Assad? Je crois que les Tunisiens ils sont mieux placés de savoir comment vivre sur leur régime, et c'est eux à juger. Nous respectons la volonté du peuple tunisien aussi bien que le peuple syrien. D'accord, mais parce que vous disiez, est-ce que vous disiez, est-ce que c'est une amélioration d'avoir moi j'ai eu l'honneur de servir en Tunisie 10 ans. Durant la période de Ben Ali, aussi bien actuellement, je crois que la situation en Tunisie est complètement regrettée. Que cette vague de politique à l'occidental d'intervenir des forces étrangères dans les affaires intérieures des pays arabes, qui ça a amené à un chaos politique. Vous êtes en train de dire que les Tunisiens n'ont pas chassé eux-mêmes Ben Ali? Personne n'est intervenu en Tunisie. Non, c'est au peuple tunisien de juger. Et c'est que Ben Ali ou bien l'actuel régime qui est ça, et nous respectons leur point de vue. Mais je dis que du point de vue observateur de la situation, la situation est dégradée. Ça ne veut dire pas qu'on soutient Ben Ali ou bien autre régime. Nous disons que la politique d'ingérence dans les affaires des pays arabes, il a mené à encourager des extrémistes. Monsieur l'ambassadeur, vous ne pouvez pas dire
nous sommes contre les ingérences des impérialistes occidentaux dans les pays arabes et attendre que M. Trump règle vos problèmes. Non. Bah, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, pas du tout ça. Pas du tout ça. Nous disons qu'il y a un rôle important des États-Unis, autant que membre du Conseil de sécurité permanent, qu'il a une responsabilité dans la paix et la sécurité mondiale. Ça, on ne fait pas une éloge de tel ou tel régime ou de telle ou telle politique. Bah, écoutez, je vous entends et je trouve qu'il y a une contradiction à demander pas du tout. Il ne faut pas interpréter les mon Américains point de vue. interviennent pour faire respecter les droits du peuple palestinien, mais n'interviennent pas en Libye pour protéger les Libyens massacrés par Kadhafi. Non, je ne crois pas que l'intervention quand on envoie des bombes sur le peuple irakien ou bien à soutenir Daesh ici ou bien là. Je vous parle de la Libye. Non, la Libye aussi bien que l'Irak ou aussi bien que la Syrie. L'ensemble... Aussi bien que le Yémen. Bah alors dans ce cas, n'attendez pas des Américains qui règlent vos problèmes. Mais ça, c'est un rôle aux Américains ou aux autres que de résoudre les problèmes de la sécurité et de la paix mondiale. Ben non, puisque quand ils le font, ils déstabilisent et s'ingèrent. Ah non, il y a 1000 fois d'appliquer les résolutions des Nations Unies, de respecter les résolutions des Nations Unies, et ce n'est pas de faire des veto. Je vous rappelle, monsieur l'ambassadeur, que l'intervention en Libye a été prise après une résolution des Nations Unies demandée par la Ligue arabe. Mais peut-être il y a beaucoup de monde qui regrette cette politique-là. Voilà la situation en Libye. Bah oui, est-ce que vous pouvez pas dire les Nations Unies sont un jour bien et puis lorsque ça vous arrange pas, vous êtes pas d'accord. Non, parce que bon, on s'écarte un peu de la Palestine. Non, parce que c'est exactement quand les Nations Unies et le Conseil de sécurité a refusé de donner un mandat aux États-Unis en Irak. On a vu le résultat. Malgré ça, ils sont allés et ont envahi l'Irak. Mais en Libye, en revanche, il y a eu une résolution demandée par la Ligue arabe. Malheureusement, politiquement, il devrait résoudre tous les problèmes et pas par la voie militaire. Bon, bah, dans ce cas, les Israéliens vont continuer à coloniser. Non, mais on ne demande pas de résoudre le problème militairement en Palestine. C'est à travers le dialogue, à travers le voie pacifique qu'on a accepté de résoudre les problèmes. C'est à cause ça que nous sommes toute forme de terrorisme, soit un terrorisme d'État ou bien un terrorisme des organisations ou des individus. L'ONU, on y revient. Vous y croyez toujours à ce que cette enceinte est capable de faire? En 2012, la Palestine a été reconnue comme membre, comme observateur au sein de l'ONU. Mais Donald Trump a estimé qu'il fallait remettre la barre plus du côté d'Israël à l'ONU. Nous espérons que les Nations Unies prend son rôle comme son charte le dit. Les premiers signes étaient assez négatifs. Il y a eu la démission d'une vice-secrétaire générale de l'ONU qui était pro-palestinienne. Non, pas tellement. Les États-Unis, les Nations Unies jouent un rôle et nous essayons, travaillons étroitement avec les Nations Unies ou avec le Conseil de sécurité ou bien avec l'Assemblée générale ou bien avec les agences spécialisées des Nations Unies et nous espérons qu'ils vont continuer leur travail vers établir la paix et la sécurité dans le monde. On se souvient de septembre 93, cette fameuse poignée de main qui marque la fin de l'histoire, la réconciliation, les accords de paix, Arafat, Rabin, Pérez, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait retrouver ce contexte de paix alors que le monde arabe est à feu et à sang et au fond ne regarde pas beaucoup vers la Cisjordanie ou vers Gaza? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, quelque part, on puisse se mettre à nouveau d'accord, qu'il y ait un Rabin pour lancer avec Arafat un objectif nouveau? C'est justement que nous cherchons un autre mais vous ne voyez pas la piste. Malheureusement, il n'y en a pas un partenaire israélien, mais on respecte la volonté du peuple israélien. Mais ça fait 40 ans que nous sommes autour de cette table. Nous entendons les ambassadeurs des deux pays, j'ose pas dire des deux États puisque la Palestine ne l'est pas encore, rejeter sur l'autre le fait qu'il n'y ait pas d'interlocuteur. Non, la Palestine a toujours travaillé et opté pour la paix et pour trouver une solution. Malheureusement, qu'il n'y a pas assez de pression sur Israël d'accepter la réalité de l'État palestinien. L'État palestinien est reconnu par 138 pays dans le monde. Il n'a pas besoin de dire qu'un État ou bien n'est pas un État. C'est un État
État est déclaré et reconnu par le peuple palestinien d'abord et par 138 pays. Et nous travaillons, c'est le gouvernement israélien d'appliquer les accords qui ont été signés. Et nous devrions déclarer l'État de Palestine en 1999. Malheureusement, que tous les chefs d'État dans le monde, ils sont précipités vers la direction palestinienne, demander, attendez que la situation et le gouvernement israélien, tout ça. Et on attendait plus que de 24 ans après le 73 de faire la paix. Et c'est le moment actuel maintenant, ou bien que jamais, de avoir l'État, l'indépendance de la Palestine, comme toute autre nation dans le monde. Monsieur El Herfi, pourquoi l'initiative française qui s'est déroulée l'année dernière, vous étiez déjà en poste à Paris, pourquoi cela a échoué? Non, il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Il a débouché sur rien. Le fait, ils ont dit qu'on va faire une conférence internationale. Ils ont fait une conférence internationale. Ils ont réuni 70 pays avec 5 organisations internationales. Et la déclaration de la conférence le 15 mai et le 15 janvier dernier. Et qui sont en continuation de préparation pour une nouvelle conférence avant la fin de l'année. Et nous espérons tout le succès pour cette politique. Et la France, elle n'a jamais prétendu qu'il sera à la place de la Quartet, ni à la place du Conseil de sécurité. C'est un effort déployé par la France que nous remercions beaucoup pour cet effort. Mais qu'est-ce qui est concret ? Mais le concret, il a mis la cause palestinienne sur l'agenda. Et c'est grâce à cette conférence et à ces efforts qu'on parle d'aujourd'hui avec l'administration américaine, avec tout le monde. Et le sujet palestinien est devenu maintenant un des premiers sujets sur l'agenda international. Monsieur Larfi, il y a des élections en France. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la ligne politique, diplomatique de la France vis-à-vis de la question israélo-palestinienne? Sans répondre sur une préférence partisane, naturellement, nous sommes non, dans le cadre de cette prudence. On n'est pas inquiet sur le résultat des élections françaises. La politique étrangère française, c'était stable et très, très continue, qu'il soit de gauche ou bien de droite. Et nous espérons que la nouvelle... le nouveau président qui continue la même politique que la France et la joué toujours, et c'est les intérêts communs de la France, aussi bien de la Palestine et de la région, d'établir la paix et la sécurité dans la Méditerranée. Et vous avez des attentes aussi de la part de l'Union européenne en tant que telle? Bien sûr. Bien sûr, l'Union européenne, elle a un rôle très important à jouer, parce que nous sommes des voisins. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes Palestiniens vous font encore confiance, les diplomates, les dirigeants, ou est-ce que l'envie, c'est peut-être d'immigrer et de se dire que décidément, ça ne se fera jamais? Leurs parents, leurs grands-parents n'ont pas trouvé de solution. N'oubliez pas que nous sommes des dirigeants élus du peuple palestinien et nous avons plein confiance en notre peuple et notre peuple il a plein confiance en sa direction. Monsieur l'ambassadeur, justement, vous soulignez que vous étiez des dirigeants élus. Il n'y a plus d'élections depuis bientôt 10 ans, enfin plus que 10 ans. Est-ce que, pour quand il y aura des élections législatives et présidentielles palestiniennes? Non, nous avons des élections et nous avons passé plusieurs élections. Le 13 mai, on a les élections municipales. Mais législatives et présidentielles. Ce qui empêche les élections, c'est la politique de Hamas qui a empêché le président Abbas. Il a plusieurs reprises, il dit on est prêt de faire les élections le lendemain. Demain avant le lendemain. Donc ça va pouvoir bouger? Bien sûr. Bien sûr, nous espérons que ça, c'est le résultat. S'il y a une nouvelle document de Hamas, c'était grâce à la politique pertinente de l'OLP qui a forcé les choses pour avoir un tel document. Nous espérons qu'il va continuer d'avoir les élections et nous sommes prêts aujourd'hui, plus que jamais, d'avoir les élections demain et dans 3 mois présidentielles et législatives.
Nous avons besoin des élections. Salman El Arafi, merci d'avoir répondu à nos questions sur cette actualité palestinienne décidément très, très importante. Merci pour vos commentaires. Voilà, je vous redonne l'information qui nous est parvenue en cours d'édition, à savoir la participation aux élections présidentielles françaises. Elle est de 28,23% à 12 heures, c'est-à-dire il y a pratiquement 1 heure maintenant. Elle est très proche de la participation donc d'il y a 15 jours, alors que les observateurs s'attendaient à une participation en recul. Mais évidemment, ne quittez pas les antennes de TV5 Monde, de RFI, et lisez le quotidien Le Monde, ainsi que les sites, pour vous tenir informés sur cette journée importante. Les mobilisations sont là pour vous informer. Excellente suite de programme.